Bonjour à tous, merci pour votre présence, bienvenue dans cette salle pour cette table ronde dédiée au zéro artificialisation net. Je suis Dominique Renaudet, fondateur du cabinet Néoclide, cabinet de conseil Néoclide, et donc j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Le zéro artificialisation net, je crois qu'aujourd'hui tout le monde sait de quoi il s'agit. Je vais m'éviter de préciser ce que recouvre cette expression. C'est un sujet qui est arrivé dans le débat il y a déjà pas mal d'années, qui s'est imposé petit à petit dans le débat, jusqu'à venir dans le cadre du plan biodiversité, à apparaître dans un énoncé, comme un objectif de zéro artificialisation nette énoncé du gouvernement en 2018. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi climat résilience, c'est un sujet qui sera important et sur lequel, bien sûr, les politiques publiques vont être, et pour lesquelles les politiques publiques vont être impactées à l'avenir. Alors, faire du zéro artificialisation nette, aujourd'hui, qu'est-ce que ça engage auprès des acteurs que vous représentez aujourd'hui et l'ensemble des acteurs de la filière de l'aménagement, notamment, et des politiques publiques. Aujourd'hui, si tout le monde est d'accord sur l'idée, bien sûr, de maîtriser et de réduire autant que possible l'artificialisation des sols, de travailler sous une forme de sobriété foncière, la manière d'y arriver, la trajectoire, les moyens à mettre en œuvre et les impacts que ça révèle et que ça génère sur les activités, notamment l'aménagement, la production de la ville, ça pose encore beaucoup de questions aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Fédération nationale des agences d'urbanisme et le Club Ville Aménagement travaillent depuis plusieurs mois sur ces sujets, travaillent intensément avec de nombreuses réflexions qui sont engagées, avec des groupes de travail qui ont été menés, des ateliers, des productions écrites qui sont disponibles et dont on vous mettra d'ailleurs des liens sur une diapositive qui va suivre. Et donc, il y a un travail intense de réflexion depuis plusieurs mois sur ces sujets. Et donc aujourd'hui, cette table ronde, en fait, vous invite, et la FNO et le CVA, le Club Ville Aménagement et la Fédération nationale des agences d'urbanisme vous invitent à partager leur regard croisé sur ces sujets, avec plein de thèmes à la clé. On ne va pas tous les énumérer dans l'introduction, mais vous allez le voir, pas mal de choses qui vont être abordées dans cette table ronde. Sur les enjeux, par exemple, de définition et de mesure. Comment mesure-t-on l'artificialisation des sols? Sur les questions de modèle économique, comment cet objectif de réduction de l'artificialisation impacte les modèles économiques de l'aménagement. Sur les questions d'ingénierie, par exemple, et comment mettre en œuvre concrètement les solutions qui vont permettre de réduire l'artificialisation des sols. Donc tout un tas de questions que nous allons aborder dans cette table ronde ce matin avec vous. Pour ça, donc, j'ai le plaisir d'accueillir, alors pour la voix de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Brigitte Bariol-Matet, qui est déléguée générale de la Fédération. Également Gilles Périllou, qui est directeur de l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. Et puis pour la voix du Club Ville Aménagement, Laurent Girometti, qui est directeur général de l'EPA-Marne EPA France. Et qu'on ne présente pas, ou qu'on présente en deux mots peut-être, c'est de grand aménageur EPA, Établissement Public d'Aménagement de l'Est de la région parisienne. Ouais, tout à fait. Et Stéphane Musica, directeur général de Citivia, aménageur qui opère en grande partie en Alsace, une grande partie de l'Alsace. Voilà, donc vous avez ici les noms et les visages de nos intervenants. Et avant d'ailleurs je reviendrai sur le nom et les visages des intervenants, mais vous avez donc, comme je l'ai annoncé dans cette introduction, quelques liens vers les productions qui ont été, qui ont pu être mises à disposition, diffusées depuis maintenant près d'un an, à la fois par la Fédération nationale des agences d'urbanisme et par le Club Ville Aménagement. Pour démarrer cette table ronde, première question que je vais poser à Laurent Girometti. Qu'est-ce qui vous a poussé, côté Club Ville Aménagement, à engager ces travaux et qu'est-ce qui vous a aussi poussé à proposer cette table ronde aujourd'hui en collaboration avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme? Oui, alors il faut se rappeler que le sujet a été mis à l'agenda politique en 2019
Il était déjà en 2018, d'ailleurs dans le plan biodiversité du gouvernement, mais j'avais été frappé par le fait que le sujet était aussi bienvenu au Salon de l'Agriculture en 2019. Donc par des canaux différents, ce sujet du zéro artificialisation nette venait, même si bien sûr la sobriété foncière est très loin d'être un sujet nouveau. Et les aménageurs, le Club Ville et Aménagement en l'espèce, sont forcément interpellés par un sujet comme celui-là, puisque notre métier d'aménageur consiste à modifier l'usage du sol, d'une manière générale. Donc ça peut être bien sûr sous des formes très différentes, ça peut être en extension urbaine, modèle classique de l'aménagement, acquérir des terres, souvent agricoles, les transformer, les valoriser, les revendre, capter cette valeur pour faire des équipements, notamment pour équiper le territoire, mais aussi en recyclage. Les aménageurs interviennent depuis fort longtemps dans des opérations de recyclage urbain qui ont des modèles qui sont évidemment très différents, des coûts différents, qui s'insèrent dans des contextes de marché différents. Et c'est d'ailleurs ce qui nous avait frappé, c'est un peu le point qui est à l'origine de nos travaux, c'est que finalement, zéro artificialisation nette, c'est un acronyme très court, 3 lettres, 3 mots, ça va assez vite. Sauf que derrière, il y a une grande diversité de notions et de situations et de finalités qui sont à appréhender. Et donc, le besoin des travaux du CVA, c'était aussi de partager entre aménageurs sur ce sujet, en se disant que finalement, il y avait sans doute besoin de mieux exposer, de mieux détailler, de mieux faire accéder à une compréhension collective, toutes ces notions qui sont derrière cet objectif du zéro artificialisation nette. Parmi les sens divers qu'on avait à aborder, c'est que, évidemment, artificialisation, ça renvoie à une notion d'urbanisation, extension de la tâche urbaine, consommation de terres agricoles, impact de l'étalement urbain, sujet qui, là aussi, dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement, est présent depuis plusieurs dizaines d'années. Mais c'est aussi le sujet et l'acception de l'imperméabilisation, qui n'est pas la même chose, bien sûr, qui ne va pas s'appréhender à la même échelle, qui va renvoyer à des notions autres. Voilà, vous avez donc des notions de biodiversité également, de continuité écologique. Bref, un nombre de finalités sous-jacentes assez importants et qui renvoient aussi à la façon dont on vit en ville, aux aménités qu'on peut proposer. Par ailleurs, toutes ces notions s'expriment à des échelles, je vous prie de m'excuser, à des échelles qui sont différentes. Et ça aussi, il fallait pouvoir le mettre en évidence et se demander finalement comment on mesure ce qu'on fait au service des différentes finalités de cette limitation de l'artificialisation. Enfin, zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire la même chose selon les contextes territoriaux. Et là aussi, alors un point qui nous rapproche entre CVA et FNO, on intervient les uns ou les autres dans des contextes très variés, on a tous un ancrage territorial, in fine. Or, suivant l'endroit où on se situe, suivant le potentiel plus ou moins élevé de recyclage qui est présent, suivant la force des besoins, des tensions de marché qui s'expriment, on ne va pas pouvoir traiter cet objectif de la même façon. Voilà, donc c'est ce qui nous a vraiment amené à réfléchir en se disant qu'on risquait fort d'aboutir à des injonctions contradictoires et qu'il faudrait les dépasser. La plus classique oppose par exemple en secteur tendu des besoins de production de logements à des coûts abordables avec le fait que le recyclage coûte généralement nettement plus cher que l'extension, par exemple. Et aussi le risque qu'on voyait, sur lequel on a alerté très vite, d'un certain mauvais usage qui pouvait être fait de cette thématique, en oubliant un point qui est celui justement qui va avec la densité, qui va avec la quantité de population, avec le besoin de locaux économiques qui peut s'exprimer. Et donc le risque que cette thématique ne soit enfourchée pour dire je ne veux pas de voisins et je génère de l'exclusion. Donc ça c'est évidemment un point d'alerte qui sur certaines parties du territoire peut être très fort, avec le souhait notamment d'alerter sur le mot d'ordre qu'on rencontre très souvent, qui est de dire attention, pas de bétonisation, quel que soit le contexte urbain dans lequel on se situe. Et c'est un terme qui nous est opposé, y compris parfois quand on veut recycler une friche. Donc la question de comment on combine cette notion-là avec la réponse à un certain nombre de besoins, évidemment, est très présente dans nos travaux. Alors, quand on a lancé ce groupe de travail, évidemment, on a travaillé entre nous, mais pas seulement entre nous, et on a rapidement rencontré la FNO, qui, elle aussi, de son côté, lançait des réflexions avec en point commun le caractère territorial. Merci Laurent. Et donc ce groupe de travail du Club Ville Aménagement a permis de produire un document, ce qui a été appelé le manifeste, avec un certain nombre de propositions qui ont été faites. Ce document, Brigitte, c'est pareil, vous avez partagé aussi des choses, une production écrite, un document. Qu'est-ce qui vous rapproche entre CVA et FNO dans vos approches? Quels sont les points de consensus?
Alors tout à fait, nous avons eu à peu près le même cheminement. Donc les agences d'urbanisme travaillent aux côtés des collectivités dans les territoires sur les documents de planification, sur l'observation territoriale, sur l'amont des projets urbains. Donc cette question de sobriété foncière, ça fait longtemps qu'elle la prenne à bras-le-corps dans des approches territoriales. Et c'est vrai que le ZAN introduit une dimension vraiment nouvelle, donc assez vite avec tous les directeurs, mais aussi les chargés de mission qui travaillent sur les territoires, nous avons créé un groupe de travail pour adresser cette question et avoir aussi la possibilité de faire des propositions dans le cadre d'abord des discussions préliminaires qui ont eu lieu avec les services de l'État. Il y a eu de nombreuses séances de travail. Et puis aussi pour être en capacité de formuler des propositions dans le débat parlementaire qui est donc en cours, puisqu'il y a eu un passage à l'Assemblée et il est actuellement au Sénat, et notamment par un travail assez étroit avec les associations de collectivités. Alors, on partage dans les séances de travail que nous avons pu faire ensemble, Club Ville Aménagement, FNO, beaucoup d'éléments de constat convergents et qu'on retrouve dans la publication que la FNO a réalisée qui s'appelle ZAN, une équation complexe pour les politiques publiques. D'abord des questions sur la définition et sur la mesure. On reste sur des définitions qui ne fait pas encore corpus commun et on verra plus tard, il y a des questions sur la manière dont on va mesurer ces évolutions. Beaucoup aussi de convergence sur les leviers qui sont convoqués, puisque les leviers qui sont convoqués dans le texte sont essentiellement des leviers d'une planification descendante. Le SRADET donne des objectifs au SCOT qui en donne au PLU. Donc on pense que c'est insuffisant, que c'est vraiment une démarche qui nécessite une approche très transversale, très globale, qui mobilise beaucoup de leviers, qui soit à la fois de planification mais aussi de connaissances, qui soit opérationnel et qui traite du recyclage urbain mais aussi de la renaturation. Et puis peut-être un élément important, c'est que ça suppose de vrais changements dans les modèles. Même si la lutte contre l'étalement urbain, si la sobriété foncière existe depuis 40 ans, il y a quand même un véritable changement dans l'ambition des objectifs. Dans les représentations, on l'a vu d'ailleurs dans le témoignage précédent de la ville d'Avignon. Donc il y a un enjeu d'embarquer l'ensemble des acteurs, il y a un enjeu d'adhésion de l'ensemble des citoyens, de l'ingénierie, des élus, des opérationnels dont vous faites partie. Et c'est un élément très important pour transformer les modèles économiques, et on retrouve effectivement des contradictions avec des modes de financement qui ne sont pas en adéquation avec cet objectif. Et puis on retrouve aussi une confrontation avec un modèle notamment exacerbé post-Covid d'aspiration des citoyens à plus de végétal, à plus d'espace naturel, donc un modèle qui va quand même beaucoup vers la maison individuelle. Donc on sent bien qu'il faut réinventer une transformation du modèle d'urbanisation de manière assez profonde. Merci Brigitte. Alors tout à l'heure Laurent Girometti parlait de la question des échelles, hein, la diversité des situations en fonction notamment des territoires et aussi des échelles. J'ai une question pour Stéphane Musica. Stéphane, comment justement on prend en compte cette question des échelles hein, quand on veut travailler cet objectif du ZAN? Comment on ancre cet objectif du ZAN sur le territoire? Oui, en effet, une des questions importantes du ZAN, c'est comment ce concept, ou plutôt cette règle, qui va s'imposer à nous tous, atterrit sur des territoires qui sont différents.
Comme Laurent l'a dit tout à l'heure, on a des dynamiques de marché et des configurations de territoire qui sont très variables. Il y a des territoires où à la fois il y a une demande forte, parce qu'il y a des dynamiques démographiques et économiques qui sont fortes, et en même temps, l'histoire du territoire, la géographie du territoire fait qu'il y a peu de gisements fonciers à l'intérieur du tissu urbain. Donc là, l'équation est particulièrement compliquée. Dans notre groupe de travail, on travaille avec les collègues de Nice Éco-Vallée qui nous expliquent comment l'exercice du ZAN sur leur territoire, donc, qui est très marqué par un relief prononcé, très peu d'espaces de recomposition ou de recyclage urbain, des espaces naturels d'extension qui sont de toute façon extrêmement contraints, est un exercice particulièrement difficile. Et un petit peu à l'inverse, il y a le territoire mulhousien que je connais bien pour y travailler, où on a une configuration, une dynamique démographique qui est beaucoup moins importante, où on a pas mal de gisements fonciers, parce que c'est un territoire en recomposition industrielle, donc du coup il y a des gisements de friches industrielles. En revanche, on a des niveaux de marché, de charges foncières, qui sont beaucoup moins élevés, et comme le coût du recyclage est le même qu'on soit à Nice ou à Mulhouse, les coûts de démolition, les coûts de dépollution, les coûts de désamiantage, etc., on a des équations financières qui sont particulièrement importantes. Et dans le cas d'espèce sur Mulhouse, soit il y a des opérations d'initiative publique avec des forts financements de participation de la collectivité, jusqu'à 80% sur certaines opérations. Donc soit il y a ces opérations qui sont portées par les collectivités, mais les capacités financières des collectivités sont limitées, soit jusqu'ici la facilité était de travailler sur des périphéries où les terrains étaient facilement accessibles avec un jeu d'acteurs privés. Ce jeu d'acteurs privés sur l'extension va se rétrécir de plus en plus. Et on va se retrouver devant des équations financières et extrêmement compliquées. Donc par rapport à ces données-là, ce qui nous paraît tout à fait important, c'est de travailler des logiques de projet et de bonne compréhension des territoires. Je le développerai un peu plus avant, mais je pense que l'application de la règle, encore une fois, peut être assez redoutable sur des territoires de configuration très variés. Donc on va rentrer, enfin en tout cas on plaide énormément pour rentrer dans des logiques de projet aux bonnes échelles, qui sont des échelles des agglomérations. Les cadres de planification sont évidemment des cadres essentiels, mais ça ne suffit pas. Il ne suffira pas de produire des nouvelles prescriptions réglementaires. Il faudra se préoccuper de la façon dont ces orientations peuvent être mises en œuvre de manière concrète, de manière opérationnelle avec les acteurs présents sur le territoire. Merci Stéphane. Alors cette logique de projet, et déjà si on regarde le sujet de la planification qu'évoquait, alors même si elle ne suffit pas, mais quelle est la logique de planification qu'évoquait Stéphane, comment elle s'opère pour du côté d'Avignon, Gilles Périllou, et notamment comment s'est fait la décision, la décision d'aller au niveau politique, la prise de conscience politique, d'aller vers ce zéro artificialisation nette. Oui, bonjour. Oui, ça a été dit, si la mise en œuvre finalement du ZAN, elle dépend d'une accélération du recyclage urbain et de notre capacité à mieux utiliser tous les outils, qu'ils soient fonciers, opérationnels ou fiscaux, dans le futur, elle demandera aussi en même temps de faire en même temps de la bonne planification, de la réinventer, comme le disait Brigitte. Donc finalement, à la bonne échelle, c'est se poser la question de quel projet d'aménagement et de développement on veut dans un nouveau paradigme, dans celui de la frugalité foncière, celui de la sobriété. C'est pas simple de se poser cette question-là. Et donc du coup, en quelque sorte, ça a demandé, en tout cas pour nous, et ça va demander à tout le monde, je pense, d'avoir des nouvelles méthodes pour aborder les questions de planification. D'abord, se poser la question de la bonne échelle. Évidemment, ce n'est pas à l'échelle communale ou même à l'échelle de certains EPCI. Est-ce que c'est à l'échelle des SCOT ? Bon, oui, pour certains, pour la plupart. En tout cas, on sera aidé par les documents régionaux comme les SRADET. Et donc, quel est le bon projet pour dépasser ces limites institutionnelles ? Alors, nous, on a eu une expérience, c'est celle du SCOT du bassin de vie d'Avignon, qui historiquement est un territoire qui a connu un fort développement extensif sur le modèle de la maison individuelle, évidemment. On a les 10 dernières années, c'est à peu près entre 1500 et 2000 hectares
d'urbaniser, 4 PCI, 35 communes. Et donc, du coup, on s'est posé la question de comment... vous savez, il y a toujours 2 moments dans une grande démarche de projet. Il y a la justification, j'allais dire la mise en sens du projet. Et puis, il y a le moment de la mobilisation des acteurs, donc de la mise en mouvement. Après, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le moment de la mise en forme, de la cristallisation du projet, de sa formalisation. En tout cas, sur les 2 premiers temps, il a fallu qu'on se pose la question de comment engager cette réflexion. Alors, on avait 2 leviers. Le premier, c'était le SRADET PACA, qui a été le premier adopté, on a eu cette chance, et qui a dit très vite, tout le monde va devoir diviser par 2 sa consommation de l'espace. Et c'est un peu, d'ailleurs, le contenu de la loi. Alors, bon, pourquoi par 2, pourquoi pas par 1,9, 1,8, 2,3, enfin peu importe. En tout cas, c'est un cap qu'on a, et un outil qu'on a pu utiliser. Et puis la deuxième chose, c'était la ville d'Avignon qui, dès 2014, Cécile, la maire d'Avignon, qui a dit, voilà, moi, symboliquement, je mets en place un moratoire sur les zones commerciales. Même si certaines zones commerciales ne sont pas sur le territoire d'Avignon, en tout cas, ça a permis de mieux se poser cette question. Et donc, du coup, forcément, à cette échelle-là, avec 34 maires, 34 communes, 34 façons de faire différemment de l'urbanisme depuis une quarantaine d'années, avec des tout petits villages, une ville-centre, avec des couronnes périurbaines, il a fallu se poser la question des critères, en fait, qui allaient nous permettre d'élaborer ce nouveau projet, en divisant par 2. Et en divisant par 2, c'est renoncer quand même. C'est renoncer à une façon de faire, à une certaine culture, et c'est renoncer à des contenus de documents d'urbanisme qui existent, notamment des PLU. Donc vous savez très bien que c'est pas évident. Alors les critères, c'est quoi? C'est évidemment la richesse écologique et agricole, la TVB, c'est les questions d'articulation entre transport collectif et urbanisme, c'est les questions évidemment de besoin en logement, de besoin en développement économique, ça a été dit, c'est les sujets de, pas de hiérarchie évidemment, mais de rôle de chacune des communes. Donc dans une armature urbaine, il a fallu la redéfinir. Et donc du coup finalement, bon, on y est arrivé. Alors là on est encore en discussion dans le cadre de ce squat, mais il y a un projet qui divise par 2. On ne s'est pas fait que des amis dans certains coins du bassin de vie d'Avignon, qu'il a fallu aller supprimer des espaces qui étaient dédiés à l'urbanisation. Il a fallu pour partie arriver avec une identification du potentiel de renouvellement dans les zones, dans le tissu urbain existant. Voilà, mais sachant que dans le bassin de vie d'Avignon, je pense que c'est à peu près pareil chez vous, 80% de la production de logements, elle s'était faite ces 40 dernières années dans les zones d'extension. 80%. Donc la bascule, je pense qu'elle va mettre du temps à se faire réellement et que, en fait, on engage tous une phase de transition. Voilà. Ok, merci Gilles. Et, du coup, alors, quand on est... Une question pour Stéphane Musica, mais quand on a défini finalement la stratégie, les objectifs stratégiques avec les critères comme les évoquait Gilles à l'instant, comment l'aménageur prend le relais derrière, enfin, quelles sont finalement les modifications à opérer sur les changements à opérer sur la chaîne de l'aménagement? Oui, on a réfléchi au niveau du club sur effectivement la machine à produire du foncier, puisque cette capacité à recycler le foncier va devenir de plus en plus un enjeu essentiel pour réussir et répondre aux besoins de développement des territoires. Si on raisonne de manière un peu mécanique, il y a un dispositif qui doit être extrêmement efficace et extrêmement articulé, qui doit permettre de produire le foncier qui réponde à ses besoins et sur des fonciers qui répondent à l'objectif de la sobriété foncière. Et donc cette machine, ça suppose une articulation des ingénieries avec différents niveaux du processus. Donc on a réfléchi au niveau du club et dans notre groupe de travail sur ce qu'on a appelé la séquence CIMA. Séquence CIMA, donc c'est C comme comprendre, I comme identifier, M comme maîtriser et A comme aménager.
Donc si on le décline, la première étape, c'est le C de comprendre, et ça renvoie à ce que nous avons été plusieurs à dire jusqu'ici, c'est comprendre les dynamiques d'un territoire qui sont à chaque fois différentes, les dynamiques de développement, la configuration géographique, les contraintes diverses et variées, etc. Donc comprendre comment le territoire évolue est une première étape qui est essentielle et qui permet de poser l'enjeu de la sobriété foncière à l'aune de cette bonne compréhension de la spécificité de chaque territoire. La deuxième lettre, c'est le I d'identifier. Et là, la question de l'identification des gisements fonciers devient absolument essentielle. Et on se rend compte qu'en fait, la connaissance des gisements fonciers sur les territoires est très variable. Il y a des territoires qui ont développé une bonne ingénierie pour des observatoires fonciers, des référentiels fonciers. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, qui parfois sont déployés parce qu'il y a une habitude d'ingénierie. Les collectivités portent le sujet depuis longtemps. Il y a des agences d'urbain qui se sont mobilisées là-dessus. Il y a des EPF qui ont travaillé là-dessus. Donc sur ces territoires-là, on a déjà une bonne connaissance du sujet. Sur d'autres territoires, la connaissance est beaucoup plus lacunaire, parcellaire, etc. Donc l'enjeu d'identifier est absolument essentiel pour mesurer dans quelle mesure l'ensemble de ces gisements fonciers est en capacité sur les 10, 15, 20 prochaines années à accueillir les développements qui sont envisagés en fonction de la dynamique du territoire. La troisième lettre, c'est le M de maîtriser. Donc la question, une fois qu'on a identifié les gisements, ils sont rarement propriété publique. En général, c'est des propriétés privées. De grandes entreprises, d'opérateurs publics de l'État ou beaucoup plus parcellisés. On a une grande diversité évidemment de situations foncières. Et donc la question de la maîtrise pour la capacité à transformer ces gisements en opérations de développement est absolument essentielle. On identifie bien le rôle des établissements publics fonciers sur ce moment-là. Même s'ils n'ont pas les réponses à tout. Là aussi, les territoires sont plus ou moins bien équipés en termes d'EPF. Et même où il y a des EPF bien équipés et depuis longtemps, ils ne vont pas forcément être en capacité de traiter l'ensemble des maîtrises. Donc ça impliquera aussi les collectivités, ça peut impliquer les aménageurs, ça peut impliquer la mise en place de foncières, enfin d'outils spécifiques dédiés à cette question-là. Les territoires où tout ça n'existe pas, c'est à construire et c'est à construire assez rapidement. Et on en arrive enfin au A d'aménager. Une fois que ces gisements ont été identifiés, maîtrisés, ils doivent être développés de plusieurs façons, évidemment par la chaîne de l'aménagement public que nous incarnons, mais pas seulement. Les opérateurs privés ont aussi bien sûr leur place dans le processus. En revanche, il faut que le meilleur parti soit tiré de ces gisements fonciers qui deviennent de plus en plus précieux. Donc faire attention au bon équilibre, à la bonne optimisation de ces opérations et qui répondent aussi aux objectifs, aux injonctions contradictoires dont on parlait, avec l'acceptabilité sociale de travailler à densifier dans un certain nombre de situations avec un voisinage qui peut être plus ou moins pour et parfois aussi d'ailleurs une volonté politique qui peut être plus ou moins articulé par rapport à cet objectif-là. Donc il y a la question de la séquence CIMA et il y a la question du lien entre tout ça. Et le lien au niveau de cette séquence, l'animation de ce processus-là, il revient aux politiques. Manifestement, la question du portage politique dont parlait Brigitte Bariol est absolument essentielle. Prise de conscience et portage politique dans la durée par rapport à cette question. Ça interpelle aussi, en tout cas, ça pose la question du rôle de l'État dans ces situations-là. Est-ce que l'État doit être uniquement réglementaire, gendarme, le cas échéant punitif pour les territoires qui ne respecteraient pas, qui ne seraient pas vertueux en matière de sobriété foncière? Est-ce que l'État ne peut pas être aussi accompagnateur, facilitateur, apporteur d'ingénierie sur des territoires qui en ont besoin? Certains en ont besoin plus que d'autres. Et donc aussi dans une vraie démarche de partenariat, de contractualisation le cas échéant, pour aussi focaliser et mettre en place les moyens financiers de ce recyclage foncier dont on a bien apprécié tous la difficulté de l'exercice, notamment la difficulté du modèle économique. Donc pour conclure, l'objectif du ZAN, de la sobriété foncière,
sûrement, nous semble-t-il, doit amener les collectivités à reprendre le plus possible la main sur les processus de développement des territoires. Non pas qu'elle est complètement perdue, mais le jeu entre le public et le privé, entre le cadrage et puis l'initiative, les multiples initiatives, doit peut-être être repensé avec une reprise, un pilotage un petit peu plus ferme, on va dire, de la collectivité, à la fois au niveau de l'État et au niveau des collectivités territoriales. Merci Stéphane. On voit que la séquence CIMA, telle qu'elle est décrite par Stéphane, elle implique de mobiliser beaucoup d'acteurs, et notamment la notion de partenariat qui est très forte. Question pour Gilles, du coup, cette logique de mobilisation des acteurs et des différents leviers activables autour de cette chaîne d'acteurs, comment ça se concrétise du côté d'Avignon ? Oui, en fait, une fois que des projets de SCOT ou de planification sont établis, j'allais dire, c'est là où tout commence. Et donc, du coup, on repart même souvent au début. Et la mise en œuvre du ZAN, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est un peu le message qu'ont voulu passer les élus dans le bassin de vie d'Avignon. Alors, c'est l'affaire de tous parce qu'évidemment, on va se reposer. Je pense qu'on va rentrer dans une accélération des modifications de l'évolution des documents d'urbanisme, notamment les PLU, qu'il va falloir, ou les PLUI. Et puis, il va falloir que tout ça soit en lien permanent avec les projets et la mise en œuvre opérationnelle de ce qu'il y a dans les documents d'urbanisme. Ça se fera en permanence, ça se fera de façon la plus resserrée possible pour réussir ce nouveau paradigme. Alors du coup, nous, à l'agence d'urbanisme, on s'est un peu positionné, on est en train de se positionner comme on a l'ambition d'être un peu l'atelier de la sobriété foncière, l'atelier local, parce que les élus et les collectivités, ça a été dit par Stéphane, finalement ont envie un peu de renverser la maxime et de plutôt penser local avec une action globale. Parce qu'on a besoin de la loi, mais on a besoin aussi d'agir localement, et les solutions, on les trouvera forcément localement. Alors du coup, l'agence d'urbanisme, petit à petit, on travaille de plus en plus évidemment avec des acteurs comme la Chambre d'agriculture, sur les espaces agricoles sous pression, aux franges du tissu urbain. On vient d'accueillir dans le conseil d'administration une société publique locale d'aménagement. On espère qu'on aura les deux autres qui sont existantes dans le Vaucluse pour travailler avec elles et pour faire ce lien entre planification et stratégie territoriale et appui à la mise en œuvre des projets. Le département met en place en ce moment, avec notamment le CAE et l'agence d'urbanisme, une plateforme d'ingénierie qui s'appelle Vaucluse Ingénierie, dont l'objectif est de mutualiser, d'articuler l'ensemble de l'ingénierie présente, notamment sur ces questions de quel développement on va pouvoir assurer dans le futur dans le cadre de cette sobriété foncière. Voilà, évidemment, on sera en amont des projets sur l'identification du potentiel. Alors, pour moi, il y a l'identification du potentiel, mais il y a surtout l'identification de l'échéance de la mobilisation de ce potentiel. Parce c'est pas aux aménageurs que je vais apprendre qu'entre un foncier brut qu'on a repéré sur une carte et qui est souvent inscrit dans un PLU et puis un foncier réellement mobilisable, il y a souvent une grande différence. Puis je finirai simplement pour dire que un des sujets sur lesquels vraiment là on travaille notamment avec les acteurs privés, c'est le devenir des zones commerciales, parce que à l'occasion de ce SCOT, un DAC, donc loi Elan, a été également élaboré, qui dit plus de création de zones commerciales, mais ça, j'allais dire, ça va devenir un classique, plus d'extension de zones commerciales, des zones commerciales, plus d'extension, et sur à peu près 350 000 m² existants dans les 26 zones commerciales du bassin de vie d'Avignon, il y aura la possibilité de développer de nouvelles surfaces de vente qu'à hauteur de 10 000 m². Donc vous voyez qu'il y a un vrai sujet pour les acteurs commerciaux locaux de faire muter, de diversifier, d'utiliser ce potentiel qu'on a bien mesuré, qui est énorme, vers un peu plus urbain dans les temps futurs.
Alors en définitive, Laurent Girometti, quels seraient les sujets prioritaires à régler pour essayer de résoudre cette équation du ZAN? Écoutez, je ne vais pas vous livrer la recette magique, mais alors il y en a une première quand même. Évidemment, pouvoir développer des opérations hors cyclage, ça de manière assez classique. Or, on n'arrête pas de le répéter là depuis le début, c'est pas les plus évidentes, hein, même si il s'en fait beaucoup. C'est des gisements fonciers qui sont plus compliqués à aborder, à mobiliser, notamment avec des équations financières qui sont difficiles, mais pas seulement financières d'ailleurs, hein, parce que le foncier sans impact, ça n'existe pas. Donc, quand on utilise des fonciers non déjà artificialisés ou urbanisés, bien sûr, ça a des impacts. Et quand on vient sur des fonciers déjà artificialisés ou déjà urbanisés, ça a des impacts. Ils peuvent être pollués, ils peuvent être en zone bruyante. Ils ont souvent une valeur d'usage. Hein, c'est pas des fonciers vacants ou disponibles aisément. Alors, le point des mécanismes d'incitation à la conversion de ces fonciers, il est, je dirais, identifié et quasi automatique. On l'a vu avec le succès du fonds Friche, qui a fait l'objet en très peu de temps finalement de 1300 dossiers montés de par la France, un peu plus de 500 retenus, les 300 millions finalement assez rapidement promis. C'est sûr qu'un signal comme celui-ci est nécessaire et sans doute sa poursuite voire son amplification nécessaire aussi, hein, mais pas seulement. Ça veut dire à chaque fois pouvoir en effet analyser les potentiels, analyser la propriété, aller mobiliser les propriétaires des fonciers intéressants pour ce faire. Donc ça, premier point, en effet, intensifier le recyclage. Ça ne répond pas intégralement. Enfin, la totalité de la production des dossiers qui sont dans le fonds Friche, par exemple, ne représentera pas une proportion gigantesque de l'essentiel de ce qui se produit sur le territoire national d'une manière générale. Donc le deuxième point, la deuxième grande priorité, effectivement, et ça aussi ça a été dit, inviter à faire atterrir territorialement le sujet. Ça c'est ce qui paraît vraiment le plus nécessaire, le plus indispensable. C'est-à-dire qu'au niveau territorial, chacun comprenne quels sont les impacts, quel est son contexte de marché et ce que veut dire l'objectif une fois mis chez lui. Ça veut dire dans certains territoires sans doute aussi de combiner ou d'adosser dans une certaine mesure une proportion restreinte d'extension et du recyclage. Typiquement, ne serait-ce aussi que pour avoir des équations économiques qui puissent ne pas être intégralement sous perfusion de financement public. Le ZAN s'est bien annoncé comme un sujet de trajectoire, et c'est vrai que cette question de la trajectoire, elle est importante, et notamment cet adossement entre recyclage et nouvelle urbanisation va sans doute être au cœur des réflexions locales, me semble-t-il. Et ça veut dire que, également, les réponses à apporter, elles doivent être concrètes autour de tout ça. Je disais tout à l'heure, derrière le ZAN, il y a plusieurs finalités. Donc, quand vous allez devoir néanmoins, dans une logique d'adossement, urbaniser une partie, dans quelles conditions est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez pouvoir préserver les finalités du ZAN? Est-ce que vous allez pouvoir renaturer certains aspects ou augmenter les fonctionnalités écologiques de certaines parties du territoire? Est-ce que vous allez pouvoir préserver les continuités écologiques? Est-ce que vous allez limiter l'imperméabilisation à l'intérieur de l'urbanisation nouvelle qui est faite? Bref, l'ensemble des subtilités, j'allais dire, qui font le projet d'aménagement, on va les retrouver nécessairement à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il nous semble, et ça je pense que c'est un avis partagé avec l'AFNO, qu'à un titre ou à un autre, à un moment, il y a des logiques contractuelles qui vont devoir prendre place dans cette thématique, parce qu'à partir du moment où on est sur un sujet qui n'a pas les mêmes impacts selon les territoires sur lesquels on est, et que par ailleurs ça renvoie à finalement une action assez fine dans le traitement des finalités, ça peut assez bien se prêter en effet à des formes d'accord local pour justement avoir cette trajectoire. Tout ça plaide quand même justement pour des logiques d'aménagement, c'est-à-dire arriver à se donner une vue partagée sur les actions à mettre en œuvre, puis justement s'accorder pour les mettre en œuvre sur un terme qui soit relativement long, et du coup éviter un des obstacles qui serait aussi, et qui est un point de vigilance pour nous, qui serait le blocage un peu aveugle ou les procédures autobloquantes aussi. Ça, on le voit bien, c'est un autre point de vigilance, c'est-à-dire que chacun
des services. Je ne parle même pas là de texte, hein, mais on le vit quotidiennement dans le domaine de l'aménagement. C'est-à-dire que quand on a une réflexion qui est silotée thématique par thématique, on peut rapidement aboutir à des choses qui soient autobloquantes. Et pour pouvoir lever ça, le cadre justement de discussion globale et peut-être contractuel ou autre, nous semble en tout cas une bonne façon aussi d'aligner les vues. Ce qu'on peut peut-être d'ailleurs dire, c'est qu'au sein du Club Ville Aménagement, on a donc plusieurs groupes de travail qui explorent ces différents sujets que vient d'évoquer Laurent Girometti, avec une volonté de faire progresser la réflexion collective et d'aboutir à des livrables qui seront produits d'ici la fin de l'année ou en tout cas au premier semestre 2022. Alors tout à l'heure, je ne sais plus qui évoquait la question du changement de paradigme, peut-être Brigitte et Gilles, je crois, de mémoire. Mais donc Brigitte, finalement, comment, si on est tous d'accord pour dire il faut changer de paradigme, mais comment on accompagne ce changement de paradigme ? Alors, comme l'a aussi dit Stéphane, il y a un enjeu vraiment de connaissance et de pédagogie partagée. D'ailleurs, beaucoup d'agences d'urbanisme travaillent actuellement à mobiliser l'ensemble des acteurs pour construire un corpus commun et territorialisé de connaissances sur le territoire. Alors, bien sûr, il y a des données objectives qui existent ou pas, des observatoires fonciers qui vont se généraliser, des observatoires fonciers qui doivent traiter de la consommation foncière, ça existe assez généralement, mais qui vont devoir traiter de l'artificialisation, puisque on sera sur 2 registres différents qu'il va falloir suivre. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire déconnecté des marchés, donc il faut une connaissance très complète, et il faut surtout la partager entre acteurs pour pouvoir faire adhérer l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'aménagement. Donc ça nous paraît très important pour s'approprier le sujet. Et puis aussi, on va le répéter, mais une approche territorialisée. Les moins 50% par tranche de 10 ans ne vont pas pouvoir être traités de la même manière à Nice et à Mulhouse, et il faut qu'il y ait un enjeu d'intelligence des situations. On parle beaucoup au niveau des agences d'intensification intelligente. Un ZAN mal appliqué peut être assez déstructurant pour les territoires. À l'inverse, en tenant compte des formes urbaines, des dynamiques, des marchés, ça peut être une vraie opportunité, notamment pour transformer le périurbain, où il y a peut-être le plus de gisements d'intensification. Et puis, là aussi, on revient sur cette logique, il faut mobiliser tous les leviers ensemble. Les documents de planification sont nécessaires, mais pas suffisants. Et pour mobiliser ces leviers, on plaide vraiment pour une approche qui soit contractualisée entre les collectivités d'un territoire, mais aussi avec l'État et plus largement avec tous les acteurs, un peu dans l'esprit, on peut dire, de ce qui sont les ORT ou le programme Action Cœur de Ville. Et donc, au niveau de l'AFNO, on a beaucoup travaillé avec les associations de collectivités à introduire dans le débat parlementaire une notion de convention de sobriété foncière, alors qui circule, qui a des évolutions dans le débat, qui permettrait d'acter des engagements communs sur la mise en œuvre de cette séquence. Alors une autre séquence, c'est pas CIMA, c'est éviter, réduire, compenser, qui est celle qui existe actuellement dans le code, qui permettrait, outre les documents de planification, de formaliser une stratégie opérationnelle de recyclage, peut-être de donner des priorités, d'avoir aussi des outils de connaissance, et puis de développer un vrai projet sur les espaces non bâtis et de renaturation. Donc très vraisemblablement, dans les documents d'urbanisme, vont devenir obligatoires des OAP de continuité écologique. Donc ça nous semble très important que cette stratégie, un peu comme celle que, pour ceux qui étaient là précédemment, peut développer Avignon, de stratégie trame verte et bleue,
puisse être pensé dans un ensemble, et donc il y a un rôle particulier de la collectivité de portage, et ça peut être aussi un cadre pour faire de la compensation intelligente, puisque un certain nombre de projets d'aménagement vont devoir faire l'objet de compensation de renaturation ou de qualification d'espace. Donc ça nous semble très important que ce ne soit pas fait au coup par coup, par opération, même à l'échelle communale, mais dans une stratégie globale. Et c'est vrai que la dimension contractuelle, le dialogue territorial nous paraît vraiment clé. Et puis il y a un autre dialogue à organiser, c'est celui de la chaîne de l'ingénierie. Et je crois que les initiatives prises autant par le club Ville Aménagement que l'AFNO, et il y a d'autres acteurs concernés, je pense aux EPF, montrent l'enjeu vraiment d'avoir une approche ensemble pour trouver des solutions concrètes qui répondent à cet enjeu qui, je vais le redire aussi, est quand même une transformation assez profonde de la société, de nos modes de faire, et qui nécessite vraiment un engagement commun. Merci Brigitte. Alors, merci à tous les quatre pour ces éclairages. Il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder, qu'on va peut-être aborder dans le jeu de questions-réponses, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, on va ouvrir un temps d'échange avec la salle. Donc, n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui ont des questions. Je vais entamer une toute petite première question pour démarrer, mais donc je vous laisse lever la main et vous rapprocher des micros quand vous avez une question. Donc, madame, si vous avez une question, je vous laisse vous rapprocher du micro ou la poser à voix haute si vous préférez. Et allez-y, je poserai ma question après, moi. Excusez-moi. J'ai peut-être aussi enlevé le masque. Bonjour tout le monde. Juste une petite observation. Je pense qu'il manque quelqu'un à la tribune. Alors, c'est pas parce que je suis une élue, mais il manque un ou une élue à la tribune. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi-même, je suis adjointe à l'urbanisme et à la maîtrise foncière, urbanisme durable et maîtrise foncière, deux compétences qui se complètent. Et vous en avez parlé pendant vos interventions. Et c'est vrai que sans élus à cette tribune, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Parce que tout ce qui est procédure, tout ce qui est outils, vous en avez parlé, ils sont nécessaires. Mais il y a une arme qui est importante, qui est celle du financement. Alors quand la volonté politique est là, et je peux vous le dire, moi je suis élue à la métropole de Montpellier, quand les élus ont cette volonté politique dans le placement du curseur entre densifier ou protéger, cette décision elle est très très difficile. Et l'emplacement du curseur est véritablement le grand dilemme des collectivités. Montpellier, c'est tout simplement 4400 logements supplémentaires par an sur la métropole. On les construit où? L'acceptabilité, elle a été, je dirais, passée dans notre discours pendant qu'on a fait la campagne municipale, parce qu'effectivement, on était dans la désartificialisation et la reconstruction de ce qu'on appelle la ville sur la ville. Mais à partir du moment où on est devenu responsable politique et élu, quand on redensifie la ville, l'acceptabilité des riverains nous dit « Mais vous aviez dit qu'il y avait une dédensification. » Et donc là, on se trouve confronté à une controverse qui, si on n'a pas les financements pour nous aider justement à construire quand même, parce qu'on ne va pas fermer les frontières, ce n'est pas dans notre parti politique en tout cas qu'on le fera, mais cette réponse, elle est abordée aussi avec ce problème financier. Comme par exemple, pour économiser du foncier, on peut faire des écoles sous des immeubles. Mais là se pose Vigipirate, le séisme, etc. Donc on construit une école en rez-de-chaussée, mais les logements du promoteur, ils vont coûter plus cher parce qu'il y aura des normes à mettre en place. Donc ce nerf de la guerre qui est le financement, quand on achète un terrain effectivement en requalification urbaine, on a le propriétaire à acheter, on a l'exploitant, on a la dépollution,
Et c'est véritablement ces territoires qu'il faut qu'on occupe, mais ça va coûter plus cher. Alors soit ça coûte plus cher, et tant pis, le logement il sortira plus cher, le promoteur il augmentera ses coûts. Mais dans ces conditions, quelle est la population qu'on veut accueillir dans notre ville? C'est là que se trouve la possibilité de se dire, le curseur, on le met en biodiversité totalement, ou on le met en logement à apporter. Logement et emploi, bien évidemment. Donc voilà, je regrette un peu qu'il n'y ait pas un élu sur la tribune. Merci pour votre intervention. C'est bien justement qu'en tant qu'élu, vous interveniez. Je pense que... je vais laisser la parole aux intervenants. Je ne sais pas qui veut répondre, mais il me semble que c'était en subliminal, évidemment, dans la tête de chacun, que bien sûr, l'aspect financier est très important. Laurent ? Tout à fait. Non, mais j'ai rien j'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement. Quand on dit il faut que tout ça puisse atterrir territorialement, c'est y compris dans ces équations financières. On va être dans des situations qui peuvent être en effet parfois extrêmement complexes et avoir des choix assez cornéliens à faire entre le développement, le recyclage, mais dans quelle mesure, la densification, tout ce que vous avez dit est parfaitement exact. C'est pour ça que on se dit, mais de toute façon, à un moment, il faut qu'il puisse y avoir une discussion locale et derrière les sujets de contractualisation viennent assez naturellement la question d'orientation de ressources parce que ça va avec. Et est-ce que sur tous les territoires on y arrive et comment? Ça on ne saura le dire que justement en regardant concrètement ce que ça donne sur tel ou tel type de territoire et avec de ce point de vue des disparités forcément très importantes. Peut-être pour compléter ce que dit Laurent Girometti, Madame, vous avez tout à fait raison et on est vraiment convaincu qu'il y a un rôle clé des élus locaux, d'abord pour porter un projet de territoire dans lequel s'inscrit le zéro artificialisation nette, pour organiser toute la pédagogie, cette acceptabilité de changement, de mode de vie, peut-être un rapport au sol, au foncier qui soit plus d'usage, moins de propriété, qui va quand même à rebours de beaucoup de modèles culturels et de modèles économiques. Et donc il y a aussi certainement tout un travail à faire qui malheureusement n'était pas possible dans la loi climat sur les leviers fiscaux et les modèles économiques. Enfin, Laurent Girometti a cité le fonds Friche, c'est une étape, mais beaucoup de leviers fiscaux restent quand même plutôt orientés ou aide à la construction orientée vers l'extension, ou au moins ne sont pas éco-conditionnalisés pour favoriser le recyclage au détriment de l'extension. Donc c'est vrai que toute la chaîne est à revoir, y compris dans la prochaine ou les prochaines lois de finances. Et l'autre point peut-être important à souligner, et qui est évidemment clé pour les élus avec lesquels on travaille les uns ou les autres tous les jours, c'est vrai que vis-à-vis des populations, Brigitte en parlait tout à l'heure, assumer la transformation urbaine, assumer à un moment donné le recyclage, la densification, la transformation, c'est des sujets qui sont toujours très lourds à porter, je dirais quoi qu'on fasse, et qui en plus durent, ça ne se fait jamais en un claquement de doigts, c'est long, c'est compliqué, ça nécessite une constance d'implication très forte et de se heurter souvent en effet à de multiples contestations. Vous ne faites pas un métier facile, ça c'est certain de ce point de vue. Mais je ne le regrette pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou d'autres interventions? Pas de prise de parole? Alors, on peut un peu dérouler sur cet enjeu-là, puisque moi, la question que j'avais tout à l'heure, c'était de voir si finalement, par rapport à cet objectif ZAN, vous avez les uns et les autres observé déjà un peu des effets de bord, alors qui seraient, ou en tout cas si vous anticipez des effets de bord, ça a été un peu dit, bien sûr, sur les aspects financiers. Est-ce qu'il y a des effets de bord potentiels sur la production de logements, par exemple, sur la relocalisation d'activités économiques qui est appelée des vœux du gouvernement, par exemple, ou d'autres aspects sur
peut-être la question du risque juridique, hein, par exemple sur des PLU. On a vu des PLU effectivement retoqués pour des questions qui sont en rapport bien sûr avec cette question du zéro artificialisation nette. Qui veut intervenir ? Sur la question des PLU, oui, on rentre dans un moment où il va falloir encore plus renforcer les centaines de pages de justification qu'on a dans chacun des documents. Pour faire un peu des maths, il va falloir à la fois un projet, évidemment, c'est le plus important, mais vis-à-vis notamment de tous les personnes publiques associées et du juge, il faudra être encore plus précis sur la façon dont on va justifier cette fameuse consommation de l'espace. Et donc on le voit, nous, on a des débats sans fin, parfois inutiles, stériles, sur le lien entre consommation, croissance démographique et besoins. Voilà. Donc il va falloir travailler une langue commune là dans les prochaines années là-dessus. Puis par rapport à ce que vous disiez, oui, les effets de bord. Moi, parmi les effets de bord qui peuvent subvenir, il y en a un qui est que beaucoup de promoteurs ont déjà anticipé et sont dans l'achat de terrains dans le tissu urbain existant et avec un non-contrôle pour l'instant quasiment total de la municipalité sur la densification. Voilà, et donc là, ça pose des problèmes et nous, c'est carrément contre-productif par rapport à la pédagogie qu'on essaye de faire à ce niveau-là. Et puis après, il y a des communes, des élus qui disent moi stop, plus de logement. Voilà, parce que je ne souhaite pas, ma population ne souhaite pas une forme de densification à l'intérieur de ce tissu urbain. Voilà. Et donc du coup, on risque de se retrouver dans des zones sacrément tendues. Si le foncier et le logement étaient amenés à vraiment augmenter du fait du ZAN, on aura perdu au niveau évidemment social, parce qu'on ne répondra pas, et puis surtout, je pense qu'il y aura des conséquences politiques dans certains coins qui vont être assez terribles. Je pense que la question de la densité, une des façons, parce qu'on va y revenir à la densité, on est passé depuis 20 ans par densité, on n'avait plus le droit de le dire, donc intensité, compacité, peu importe, on revient à densité, on fera la boucle. Le sujet, c'est quand même la forme urbaine, parce qu'il va falloir qu'on aborde la question de la promiscuité. Pour moi, la question, elle est là. D'autant plus avec 1 an et demi de Covid derrière, où on entend un peu de tout, la fuite des métropoles, mais non, le renouveau des métropoles. En tout cas, cette question de densification, elle va être là. Et donc, du coup, il va falloir qu'on se pose ce sujet de la promiscuité. Vivre de façon plus rapprochés ensemble. Vivre ensemble. Hein ? Vivre ensemble. Ça s'appelle le lien. Alors, je laisserai le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci Gilles. Vous avez le mot de la fin parce qu'il faut qu'on quitte la salle. Voilà. Merci à tous. Merci à tous les quatre.